Bonjour. D'abord, j'aimerais vous remercier pour votre présence. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez un intérêt à faire de la période du dîner un moment plus convivial et vous avez la capacité de changer quelque chose aussi. Je suis responsable du projet Ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux à l'Association québécoise de la garde scolaire. En fait, le projet, il vise entre autres à concilier l'environnement physique de la période du dîner, soit les lieux où les élèves mangent, et l'environnement social dont font partie les pratiques qui encadrent la période. Je voudrais insister tout de suite sur ce point. Les deux types d'environnements sont reliés puis s'influencent. Ils doivent donc être pensés ensemble. Puis avant de revenir sur ce point-là, j'aimerais aborder très brièvement avec vous les raisons pour lesquelles la période du dîner est une période importante et peut être considérée comme un levier pour agir positivement sur les élèves, mais avoir le nombre de personnes qui viennent du milieu scolaire, je pense que vous en êtes déjà bien conscients. Bien, pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà longtemps que la journée typique d'un élève ne commence plus ni ne se termine au son de la cloche. Aujourd'hui, un bon nombre d'élèves arrivent à l'école quelque part entre 7 et 8 heures le matin et reprendront le chemin de la maison quelque part entre 15 et 18 heures sans rentrer dîner à la maison. L'horaire qui est présenté juste ici illustre bien cette situation-là. Déjà, en 2006, le Conseil supérieur de l'éducation, dans son avis « Inscrire la qualité au cœur des priorités », en faisait mention. Un bon nombre d'élèves passent presque autant de temps au service de garde qu'en classe. Ici, il y a à peu près 5 heures de disponibles là, en garde scolaire là, dans une journée. Ce qui m'amène à dire que pour tous les élèves qui les fréquentent, les services de garde font partie des milieux de vie. En fait, la fréquentation des services de garde, en 2015-2016, donc l'année dernière, 330 000 élèves fréquentaient un service de garde au Québec et 120 000 autres étaient inscrits à un service de surveillance au dîner. Ce qui veut dire en fait que c'est 6 élèves sur 10 qui sont au service de garde, 2 élèves sur 10 qui sont inscrits dans un service de surveillance au dîner. Ce qui m'amène à dire que c'est 450 000 élèves qui, annuellement, dînent à l'école. Le poids du nombre puis la fréquence des repas, soit 180 jours par année, mérite qu'on s'y attarde puis qu'on considère la période du dîner comme un levier important dans l'acquisition et le maintien de saines habitudes de vie, surtout à un âge aussi déterminant. Maintenant, si on se demande où dînent les élèves, principalement dans 4 types de locaux. 70 % dînent dans un local de service de garde, une salle de classe régulière, un gymnase ou une salle aménagée en cafétéria. Chaque type a ses avantages puis ses inconvénients. Comme le graphique le montre, tous les types de locaux sont susceptibles d'être utilisés, même ceux à l'extérieur de l'école. C'est aussi très, très variable d'une région à l'autre. Ce n'est pas toujours les mêmes types qui sont utilisés. Donc, peut-être que votre situation ne ressemble pas à ça. Si on fait rapidement un bref tour d'horizon des avantages et inconvénients, on peut dire que le service de garde est souvent plus propice à la socialisation le midi, mais comme ils sont souvent situés en sous-sol, les ambiances physiques ne favorisent pas toujours la convivialité. Au niveau des classes, elles permettent de manger en plus petits groupes, ce qui favorise un niveau de bruit moins élevé. Puis en utilisant plusieurs classes, il est possible d'avoir aussi plus de temps pour manger. Par contre, le partage des locaux est souvent mentionné comme un irritant. Le gymnase, pour lequel j'ai perdu ma diapositive, mais le principal avantage, c'est de pouvoir faire manger beaucoup d'enfants en même temps et d'être près des installations sanitaires dans bien des cas. On peut mentionner pour les inconvénients le bruit, l'absence d'éclairage naturel, la lourdeur de la tâche associée au déplacement des tables et du mobilier, et les odeurs, surtout s'il a été utilisé juste avant. Certains d'entre vous en utilisent, je pense. Enfin, la cafétéria, un des avantages, c'est que le mobilier il peut rester en place. Par contre, le niveau de bruit peut être aussi élevé. La plupart des défis qui sont vécus le midi peuvent être abordés sous l'angle de 3 dimensions. Les ambiances physiques, le temps, puis finalement l'équipement et le mobilier. C'est des défis qui ont aussi des répercussions sur les pratiques qu'on met en place le midi. Si on commence par les ambiances physiques, ça comprend les ambiances sonores, lumineuses, thermiques, olfactives. On peut les mesurer à l'aide d'appareils, mais on peut aussi les mesurer à partir des perceptions. En fait, les perceptions des usagers, les vôtres, celles des élèves aussi. Nous, on a fait les deux pour déterminer comment étaient les ambiances physiques dans les locaux de repas. On va commencer tout de suite par le problème le plus criant, le bruit. En fait, il y avait en enquête plus de 80 % des répondants au service de garde qui considéraient que le bruit était un obstacle au bon déroulement de la période du dîner.
Le graphique vous montre le niveau de bruit de décibels relevé dans 2 types de locaux de la période du dîner, où il y a 2 périodes de dîner successives dans le même local. Vous pouvez voir la ligne en vert, en bleu, c'est le gymnase, et celle en vert, c'est une salle de classe régulière. Puis on peut voir que le niveau de décibels est nettement plus élevé dans le gymnase que dans la classe, avec une pointe qui atteint 90 pour une courte période. 90 décibels, c'est le niveau d'une tondeuse à gazon. Le gymnase est bruyant en raison de la grande concentration d'élèves qui s'y trouvent, de la ventilation mécanique, de l'éclairage qui est souvent bruyant aussi, puis du manque de propriétés absorbantes définies. L'ajout de panneaux acoustiques, ça aide, mais ça ne suffit pas toujours, d'autant plus que manger dans un gymnase, ce n'est pas vraiment convivial. La prise de mesure de décibels, puis la réalisation d'entretien a aussi permis de réaliser que la perception du niveau de bruit et le niveau de bruit réel diffèrent parfois. Ça s'explique par la stimulation, entre autres, d'autres sens, par exemple liés aux actions des élèves qui bougent et le timbre de leur voix qui peut être parfois assez aigu. En fait, il y a différentes pratiques qu'on a pu observer, comme éteindre les lumières pour faire diminuer le niveau de bruit. On a aussi remarqué que ce n'était pas vraiment une pratique efficace, puisque quelques minutes après, le niveau de bruit revenait exactement au même niveau. Ce qui est bien, c'est de réduire la concentration d'élèves dans un même local. Travailler sur des matériaux aux propriétés absorbantes, ajouter des panneaux acoustiques, puis instaurer des consignes claires. Une consigne simple, ça se pourrait être de discuter avec les autres élèves qui se trouvent à proximité ou à sa table. Parce que socialiser, ça fait aussi partie de la période du dîner, puis de l'expérience du repas. On peut aussi remarquer sur le graphique que pour la deuxième période, dans la salle de classe, le niveau de bruit est resté tout le long du dîner sous le niveau de pollution sonore. Contrairement à la première, où probablement que les élèves avaient envie de sortir dehors et de discuter. En fait, il y a des gestes aussi assez simples qui peuvent être facilement posés pour améliorer les ambiances physiques puis la convivialité, puis souvent, dans certains cas, les relations aussi. Manger dans des locaux avec un apport de lumière naturelle, c'est plus agréable. Dans plusieurs cas, on a remarqué, en faisant le tour des locaux, que les toiles étaient fermées en permanence. On peut les relever. Il y a plusieurs classes qui sont conçues comme ce modèle-là, avec des ouvrants aux fenêtres et souvent au-dessus de la porte. On peut aussi les ouvrir quelques minutes avant le repas, quelques minutes après le repas aussi. Dans une classe qui est utilisée toute la journée, renouveler l'air, c'est bénéfique. Puis le courant d'air va aussi permettre d'éliminer en partie les odeurs associées au repas, surtout ceux qu'on a fait réchauffer. C'est plus agréable pour tout le monde de retourner en classe, les élèves comme pour les enseignants. Donc, finalement, c'est un geste assez simple qui permet d'en tirer rapidement 3 bienfaits. La lumière naturelle, changer l'air et retirer les odeurs. C'est juste une question d'habitude à prendre. Finalement, il y a aussi le temps. En enquête, 54 des répondants nous disaient que l'heure du dîner était fractionnée en plus d'une période, 2, 3. On a vu 4 aussi. C'était pas courant, mais ça arrivait. Finalement, plus il y a d'élèves qui doivent manger, plus il y a de chances que l'heure soit fragmentée, à moins qu'on utilise beaucoup de classes pour l'heure du repas. Alors, sur l'exemple qui est présenté ici, tel qu'on l'a observé dans un local où 2 groupes se succédaient, on peut voir à quel point le temps est compté. Puis si vous êtes en garde scolaire, vous le savez. Mais si vous ne travaillez pas dans un service de garde ou une école, peut-être que les gens ne le réalisent pas. Le temps est vraiment compté le midi. C'est comme une course contre la montre. Idéalement, les enfants ils devraient avoir 25 minutes assis pour manger. Du moins pour ceux qui en ont besoin. Certains sont plus rapides. Assis pour manger, ça veut aussi dire être assis avec son repas pour manger. Prêt à manger. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que dans plusieurs cas, les enfants qui attendent que leur repas soit réchauffé au four à micro-ondes, ils n'ont pas ce temps-là, finalement. Les derniers qui vont être servis, selon nos observations, peuvent même disposer de seulement quelques minutes pour avaler leur repas. En observant la période de repas dans 6 groupes de niveau primaire où chaque enfant avait 28 minutes au total pour dîner, le dernier enfant à recevoir son repas réchauffé disposait de moins de 15 minutes. Dans 2 cas, on était aussi en dessous de 10 minutes pour manger. Et c'est seulement les observations qu'on a faites. Je ne peux pas garantir que ça ne peut pas descendre un peu plus bas dans certains cas. Avec le choix de permettre les plats à réchauffer au four à micro-ondes, vient inévitablement un recours intense au four à micro-ondes.
Plusieurs éducatrices dédient alors une part importante de leur temps à cette tâche, alors qu'elles pourraient jouer un tout autre rôle auprès des enfants. On a ici une citation. On avait le quart de nos répondants qui nous disaient ne plus avoir de micro-ondes dans leur école. Celle-ci affirmait « Nous n'avons plus de four à micro-ondes depuis cette année. La qualité du service des éducatrices envers les enfants s'est grandement améliorée, car elles sont toujours disponibles et n'ont pas à s'inquiéter à ce que tout le monde ait son repas chauffé avant la fin de la période. » En fait, cette répondante-là illustre bien à quel point ce que plusieurs ressentent. Le temps passé avec le micro-ondes, ce n'est pas du temps passé auprès des enfants. Une autre faisait aussi état du fait qu'ils s'étaient débarrassés de ces fours et parlait même d'une libération pour tous. Et certains avaient trouvé une solution pour faire accepter le retrait des appareils toute simple, mais qui a retenu mon attention, l'achat d'un thermos pour tous les élèves. Cette solution-là a l'avantage d'éliminer la résistance au thermos. Finalement, c'est peut-être dans la manière, dans certains cas, de présenter nos décisions que c'est plus facile de les faire accepter. Pour que les élèves aient le temps de manger, le choix des locaux est aussi primordial. Si le temps que les enfants ont pour manger est une de vos priorités, surtout ceux qui ont un pouvoir décisionnel, je dirais, je vous invite à bien réfléchir puis à choisir vos locaux et leurs équipements. Parce que plus le personnel a du temps à consacrer aux élèves, plus il peut voir à leurs besoins, discuter avec eux, puis s'assurer que l'ambiance est agréable. Être disponible pour les élèves, c'est ce que souhaite le personnel. Enfin, l'équipement et le mobilier. Dans bien des cas, pour que la période du dîner puisse se dérouler, de nombreux déplacements sont nécessaires et ajoutent de nombreuses contraintes à la période. Plusieurs vont reconnaître les images suivantes. Si vous travaillez, c'est ça, dans une école, vous êtes familier avec ce type d'images-là et de déplacement de matériel. Comme finalement, il y a peu d'écoles qui disposent d'une cafétéria ou d'un local aménagé comme tel, il faut souvent tout amener jusqu'aux locaux. Ça ajoute beaucoup à la lourdeur de la tâche pour le personnel. On déplace les micro-ondes jusqu'aux classes puis jusqu'au gymnase qui, normalement, ne viennent pas avec un micro-ondes. On déplace aussi les tables dans certains cas. Les tables pliantes ajoutent certainement beaucoup à la lourdeur de l'organisation, puisque l'opération doit être faite à la fois avant le repas puis après le repas. Et souvent rapidement, puisque le concierge doit aussi tout nettoyer avant le retour en classe, surtout si c'est un cours d'éducation physique. Donc, l'équilibre du dîner, comme vous le savez, est fragile et vraiment réglé au quart de tour. En fait, il y aurait beaucoup à dire au sujet des tables pliantes, mais je vais me contenter de vous dire qu'elles font probablement peu pour rendre le repas convivial. En fait, elles contribuent probablement au niveau de bruit, puisque leur disposition linéaire pousse les enfants à devoir parler plus fort pour se faire entendre par leurs camarades. Plus le volume augmente, plus les éducateurs tentent de limiter le bruit, comme nous l'avons abordé plus tôt. En fait, l'eau aussi peut être vue comme un obstacle au bon déroulement du repas. On sait que plusieurs locaux n'ont pas de point d'eau. Il faut aussi amener l'eau dans les locaux. Dans l'exemple présenté ici, vous voyez, c'est un bac où on a amené de l'eau pour nettoyer les tables. C'est aussi des petits gestes qui s'accumulent puis qui peuvent limiter l'attention du personnel le midi. Dans toutes les écoles puis les locaux de dîner qu'on a visités, que les écoles soient vieilles, rénovées ou neuves, il était possible d'observer l'une ou l'autre de ces situations. Même si les exemples que je vous ai présentés ne sont pas vraiment exhaustifs, ils représentent bien ce qu'on peut trouver le midi. L'environnement physique amène du stress, je dirais, pour tout le monde. Le stress, il peut être lié à la crainte de manquer de temps ou le temps de réchauffer les repas ou de les remettre à temps aux élèves ou de remettre la classe en ordre avant le retour en classe. Tout ça a un impact sur le personnel, sa disponibilité sur les élèves et sur leur pratique. Donc ici, on sait qu'il n'existe pas de formule miracle pour le dîner, mais il est possible de faire mieux pour améliorer la convivialité. J'ai choisi cet exemple-là parce qu'il est assez simple finalement. Plutôt que de conserver la linéarité des bureaux le midi, les repositionner en îlot, ça peut être une option. Positionnés de cette manière, les élèves peuvent discuter plus aisément et calmement entre eux. Si le personnel passe moins de temps à chercher à contrôler le niveau de bruit, il peut être plus attentif aux besoins des élèves. Dans cet exemple, le mobilier permet aisément de créer des îlots. C'est simplement pour dire que parfois, quand c'est le temps de remplacer certains éléments, ça peut valoir la peine de penser à des usages multiples et de penser différemment, selon nos objectifs. En fait, chaque décision le midi a des conséquences, parfois positives, parfois moins. Beaucoup de personnes ont été rencontrées dans les dernières années pour discuter puis échanger sur la période du dîner. Un grand nombre de locaux où dînent les enfants ont aussi été visités pendant la période. Ça nous a permis de comprendre que de nombreuses considérations entrent en ligne de compte.
On a aussi réalisé que dans certains cas, ces considérations étaient loin de supporter en premier les élèves afin qu'ils passent un moment agréable et qu'ils puissent développer de bonnes habitudes. Les contraintes peuvent aussi être externes, mais pour les surmonter, il faut d'abord avoir un objectif porteur auquel tous peuvent adhérer. Comme de s'assurer que les élèves passent un moment convivial puis qu'ils puissent retourner en classe disposés à apprendre. En fait, récemment, on a diffusé 20 pistes de solutions pour réaménager les écoles afin de mieux intégrer la garde scolaire puis améliorer la convivialité des locaux. J'ai choisi de vous présenter les 10 premières solutions qui sont assez faciles à appliquer à court terme puis faciles à réaliser. Donc, jouer avant de manger. On le voyait tout à l'heure sur le graphique, les enfants étaient plus calmes en deuxième période. Ça permet de bien marquer la séparation entre le temps de classe et le temps de dîner. Les élèves peuvent mieux se concentrer sur leur repas, puis finalement, ils n'ont pas à être trop expéditifs parce qu'ils ont peur de manquer l'action. Privilégier une seule période, ça permettra à tous les élèves de manger à leur rythme. C'est une solution qui peut par contre nécessiter le recours à un très grand nombre de locaux. Éviter le recours au four à micro-ondes. On l'a dit plus tôt, ça élimine le temps d'attente pour les élèves, puis ça augmente la disponibilité du personnel. Si ça semble drastique, essayer d'instaurer l'utilisation en alternance, ça peut aussi réduire l'attente. Prévoir des lieux pour manger dehors, ça peut changer la dynamique à l'occasion. On sait qu'on ne peut pas manger dehors tout le temps, mais c'est seulement possible s'il n'y a pas de plat à réchauffer. Aussi, faciliter l'accès à l'eau potable. On l'a dit, il n'y a pas nécessairement d'eau dans les locaux. Puis qu'elle n'est pas toujours accessible non plus l'avant-midi ou l'après-midi quand les élèves sont en classe. Pas avoir accès à l'eau, ça fait que les élèves qui arrivent à leur repas se dépêchent de boire leur boîte de jus. J'en ai parlé plus tôt aussi des fenêtres, mais je vais y revenir. Privilégier les locaux avec les fenêtres, c'est important. Je suis certaine que vous aussi, vous trouvez ça plus agréable de manger dans un local avec fenêtre. Réparer les toiles, les vénitiennes. On a remarqué aussi en visitant les locaux que les toiles étaient souvent baissées. Si c'est par oubli, il est possible de les relever. Puis si c'est parce qu'elles sont endommagées, il est possible de les remplacer ou de les réparer. Ça permet de bénéficier de la lumière naturelle. Finalement, dernière étape avec les fenêtres, l'ouvrir avant le repas, après le repas. Puis surtout, lorsque le local est utilisé avant le dîner puis après le dîner, c'est important de changer l'air puis de le renouveler, peu importe la saison, même l'hiver. Aussi, repositionner le mobilier en ignio, en fait, éviter les alignements très linéaires où les enfants ont de la difficulté à se rendre. Je sais que c'est probablement complexe à changer, comme c'est quelque chose qu'on peut réfléchir. Ça permet aux élèves de socialiser puis d'être plus calmes aussi en socialisant. Puis finalement, ma dernière, fabriquer des panneaux acoustiques ou en acheter. Dans bien des cas, ça limite les dommages. En fait, on peut faire beaucoup de choses pour améliorer le dîner. Chaque situation est unique, mais les défis puis les enjeux, ils sont communs. Il est même possible que certains d'entre vous aient déjà trouvé des solutions pour améliorer certains points. Je crois sincèrement que lorsqu'on améliore l'aménagement de la période du dîner, on permet au personnel de mieux jouer son rôle et de se donner des moyens d'agir. En fait, finalement, je vais revenir sur le projet Ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux. Ça consiste en une formation pour améliorer ses pratiques le midi ou rafraîchir ses connaissances, découvrir comment être un modèle, être attentif aux besoins des enfants, comprendre ses responsabilités puis des stratégies à mettre en place. En fait, c'est ce que le personnel pourrait faire le midi s'il ne passait pas son temps à déplacer du mobilier ou à attendre que des repas soient réchauffés. Et au niveau de l'environnement physique, on a développé un outil d'auto-évaluation pour les locaux qui sont en usage le midi afin de cibler les éléments qui peuvent poser problème ou qui posent des défis plus importants. On a aussi diffusé 20 pistes de solutions pour réaménager les écoles parce que ça s'en vient éventuellement. Et on travaille en ce moment un guide d'aménagement pour la rénovation des écoles afin de s'assurer que les gens qui pensent la rénovation de vos écoles puissent prendre en compte les besoins de la garde scolaire aussi dans l'aménagement de la journée, ce qui est assez important, là, que ce soit le matin, le midi, le soir. Voilà.